En direct aussi sur Antenne 2, vous avez peut-être pu suivre en début d'après-midi les obsèques de Jean Gabin. Paris, 15 novembre 1966. À l'hôpital américain de Neuilly, le cœur de Jean Gabin s'arrête. La France vient de perdre son visage le plus familier, et pourtant, dans les heures qui suivent, un mystère s'installe. Aucun grand adieu public, aucun hommage officiel sur les marches d'un cinéma, aucune image spectaculaire. En quelques jours, son corps disparaît discrètement des radars, et 4 jours plus tard, ses cendres sont dispersées au large, emportées par le vent de l'Atlantique. Paz de tombe, paz de monument, rien qu'un horizon vide. Pourquoi cet effacement volontaire, presque clandestin, pour un homme que tout un pays considérait comme son père de cinéma? Que s'est-il passé, dans ces derniers mois, pour que Jean Gabin, monstre sacré à la filmographie impeccable, choisisse de quitter la scène dans un silence presque total? Était-ce une décision réfléchie, une ultime provocation à un monde du spectacle qu'il avait appris à tenir à distance, ou le résultat d'un secret que seuls ses plus proches connaissaient? Ce que vous allez entendre, ce n'est pas seulement l'histoire d'un acteur disparu. C'est le récit d'un homme qui, derrière ses rôles d'acier et son regard inébranlable, cachait un rapport complexe avec la gloire, la solitude et l'idée même de la postérité. Un récit qui commence par un départ aussi discret que déconcertant et qui nous ramène, pas à pas, jusqu'aux terres de Normandie où il s'était réfugié, loin des projecteurs, pour écrire les dernières lignes de sa vie. Pendant près de 40 ans, Jean Gabin a été plus qu'un acteur. Il a été une figure paternelle pour des millions de spectateurs. Sur l'écran, il incarnait l'autorité tranquille, l'honneur inébranlable, l'homme sur lequel on pouvait compter. Mais derrière cette image immuable se cachait une réalité plus nuancée, presque à contre-emploi. Car Gabin n'aimait ni les mondanités, ni les compliments. Il se méfiait des projecteurs, supportait mal la curiosité des journalistes, et voyait dans la célébrité une cage dorée dont il ne pouvait s'évader qu'en retrouvant la terre, le silence et l'anonymat. Au sommet de sa carrière, il avait déjà exprimé un désenchantement qui surprenait ceux qui le croyaient comblé. Pour lui, le cinéma n'était pas un rêve éternel, mais un métier exigeant, parfois ingrat, où l'on vous célèbre autant qu'on vous oublie. Cette lucidité, presque brutale, l'avait poussé à s'écarter peu à peu des studios. L'homme qui avait fait frissonner Paris dans le Quai des Brumes, ou ému le monde dans La Grande Illusion, choisissait désormais les champs labourés plutôt que les plateaux éclairés. Mais ce retrait n'était pas qu'un caprice de star vieillissante. C'était aussi une manière de se protéger d'un milieu qui changeait vite, trop vite. Le cinéma français des années 70 n'était plus celui qu'il avait connu, et Gabin, lui, n'avait jamais aimé se plier aux nouvelles modes. Dans son domaine normand, il vivait selon ses propres règles, loin des intrigues artistiques, loin aussi des tensions qui pouvaient exister avec certains producteurs et réalisateurs. Cette distance, assumée, fascinait autant qu'elle intriguait. Et pourtant, dans les derniers mois, un paradoxe frappait ceux qui le connaissaient bien. Derrière les murs de la Pichonnière, Gabin semblait à la fois apaisé et préoccupé. Ses visites à Paris se faisaient rares, ses apparitions publiques encore plus. Certains amis parlaient d'un homme fatigué, d'autres d'un homme enfin libre. Mais tous sentaient qu'il se préparait à quelque chose, sans savoir exactement quoi. Jean Gabin, de son vrai nom Jean-Alexis Moncorgé, voit le jour le 17 mai 1904 à Paris, dans une France encore marquée par la Belle Époque. Fils d'artiste de music-hall, il grandit en coulisses, au milieu des costumes, des chansons et des éclats de rire du cabaret. Très tôt, il comprend que la scène est un monde à part, un univers qui exige de l'assurance mais aussi une grande discipline. Pourtant, le jeune Gabin ne rêve pas d'entrer immédiatement dans cette carrière. Il s'engage dans l'armée, travaille sur les chantiers et goûte à la rudesse de la vie ouvrière. Cette expérience lui donnera, plus tard, cette vérité brute et cette présence physique qui deviendront sa signature à l'écran. Ses débuts sur les planches se font presque par hasard, dans les années 1920. On lui propose de remplacer un figurant, et c'est ainsi que naît un destin. Le cinéma parlant arrive, et Gabin comprend vite que sa voix grave, son phrasé mesuré, sont des atouts. Dès les années 1930, il s'impose comme un visage incontournable du cinéma français. La Grande Illusion de Jean Renoir, 1937, et Le Quai des Brumes de Marcel Carné, 1938, l'installe définitivement au rang des monstres sacrés. Dans ces films, il incarne des hommes droits, souvent mélancoliques,
confronté à des destins cruels, des rôles qui collent à sa propre vision de la vie. La Seconde Guerre mondiale bouleverse tout. Refusant de rester inactif dans une France occupée, Gabin rejoint la France libre et s'engage dans les forces navales françaises. Il participe aux campagnes militaires, reçoit des décorations et gagne une réputation d'homme de courage, loin des artifices du métier d'acteur. Cette parenthèse militaire renforce son attachement à la liberté et à son retour, il garde une certaine méfiance envers les faux-semblants du monde du spectacle. Après-guerre, il reprend le chemin des studios, mais les temps ont changé. Les jeunes premiers d'avant-guerre vieillissent, et Gabin choisit de ne pas lutter contre le temps. Il se réinvente en incarnant des personnages mûrs, des pères de famille, des figures d'autorité. Ce choix audacieux lui permet de traverser les décennies sans perdre sa crédibilité. Des films comme Touchez pas au Grisby, Le clan des Siciliens ou Un singe en hiver confirment qu'il sait vieillir devant la caméra sans trahir son image. En parallèle, Gabin cultive un autre rêve, celui de devenir paysan. Dans les années 1950, il acquiert la ferme de la Pichonnière, en Normandie. Il y élève des bovins, des chevaux, plante des vergers. Cet attachement à la terre n'est pas une lubie, mais une véritable vocation. Le cinéma, c'est mon métier. La terre, c'est ma vie, aimait-il dire. Ce double visage, star respecté et fermier passionné, intrigue le public, mais correspond parfaitement à l'homme qu'il est, pragmatique, fidèle à ses choix, imperméable aux effets de mode. Pourtant, derrière cette solidité apparente, Gabin n'est pas insensible aux blessures. Il connaît des échecs sentimentaux, se heurte à des projets avortés, voit disparaître certains amis de longue date. Chaque perte semble le rendre un peu plus réservé, un peu plus attaché à son refuge normand. À mesure que les années passent, il tourne moins, choisit ses rôles avec parcimonie et s'éloigne des obligations mondaines. Le public, lui, continue de l'aimer, parfois sans comprendre cette distance qu'il installe entre lui et la lumière. Au début des années 1970, Jean Gabin n'est plus qu'occasionnellement sur les plateaux de cinéma. Ses apparitions se font rares, choisies avec soin, et toujours dans des rôles qui lui ressemblent. Des hommes d'expérience, lucides sur le monde, un brin désabusé mais jamais résigné. Chaque tournage devient un événement, et lorsqu'il accepte un projet, c'est davantage par amitié ou par conviction que par nécessité. Pourtant, dans l'ombre, sa santé commence à vaciller. Les années de travail intense, les tournées, les obligations, tout cela a laissé des traces invisibles mais profondes. À la Pichonnière, son domaine normand, Gabin garde ses habitudes. Il se lève tôt, parcourt ses champs à cheval, surveille le bétail, échange quelques mots avec ses employés. Les voisins racontent qu'il était toujours affable, mais que son regard, autrefois vif, s'était adouci, comme si une fatigue lente s'installait. L'homme qui avait incarné tant de personnages solides paraissait désormais se ménager, comme conscient que ses forces n'étaient plus les mêmes. Au fil des mois, les déplacements vers Paris deviennent plus espacés. Il refuse de participer aux grandes cérémonies mondaines, préférant rester dans sa campagne. Ceux qui le connaissent bien sentent qu'il s'éloigne volontairement, qu'il prépare son départ à sa manière, sans éclat, sans discours. Quelques amis fidèles viennent lui rendre visite. On partage un repas, on parle de chevaux, de récoltes, rarement de cinéma. Gabin n'aimait pas évoquer ses succès passés. Pour lui, ce qui comptait, c'était le présent, et ce présent, il le voulait simple. Pourtant, la santé impose ses règles. Les douleurs se font plus fréquentes, les examens médicaux plus pressants. L'homme qui avait traversé la guerre, affronté la mer et les plateaux de tournage les plus exigeants, se retrouve confronté à une bataille intime, silencieuse. Il n'en parle pas beaucoup, même à ses proches. La pudeur, presque une seconde nature chez lui interdit de s'épancher. Mais son entourage le devine. Quelque chose se rapproche. À l'automne 1966, une aggravation subite le contraint à quitter sa Normandie bien-aimée pour rejoindre Paris. C'est un arrachement. La ferme, les champs, les animaux restent derrière lui, comme suspendus dans l'attente. À l'hôpital américain de Neuilly, il est entouré de sa famille. Les jours passent dans une routine médicale, ponctuée de visites brèves. Gabin reste digne, posé, fidèle à lui-même. Jamais il ne se plaint, jamais il ne laisse transparaître la crainte. Mais ses silences disent le reste.
Le 15 novembre 1966, au petit matin, Paris s'éveille dans un brouillard froid. À l'hôpital américain de Neuilly, la chambre de Jean Gabin baigne dans une lumière pâle. Le bruit régulier des machines rythme les heures comme un compte à rebours discret. Ses proches sont là, quelques visages familiers, silencieux, veillant à ne pas troubler la quiétude du moment. Gabin, affaibli, garde les yeux mi-clos, comme s'il cherchait dans ses souvenirs un paysage précis, peut être les prairies de Normandie ou l'odeur du foin fraîchement coupé. Ce matin-là, il ne parle presque pas. Il se contente de serrer les mains, de répondre par un léger sourire. L'homme qui, sur l'écran, imposait sa voix grave et ses répliques tranchantes, ne laisse entendre que quelques mots, à peine murmurés. Il semble déjà ailleurs. Puis, sans bruit, son souffle se ralentit et s'éteint. Pas de drame, pas de mise en scène, juste un départ discret, à l'image de ce qu'il avait choisi pour ces dernières années. La nouvelle tombe comme un coup près. La presse titre immédiatement sur la disparition du « monstre sacré du cinéma français ». Les radios rediffusent des extraits de ses films, la voix de Gabin résonne à nouveau dans les foyers. Pourtant, contrairement à ce que l'on pourrait attendre pour une telle figure, il n'y aura pas de grand hommage public. Aucune cérémonie nationale, aucun cercueil porté sous les projecteurs. Fidèle à sa volonté, ses funérailles sont organisées dans l'intimité la plus stricte. 4 jours plus tard, un navire de la Marine nationale prend le large au départ du port de Brest. À son bord, ses cendres reposent dans une urne sobre. Le ciel est bas, la mer légèrement agitée. Quelques officiers et proches sont présents. Un moment de silence, puis l'urne est ouverte, et les cendres se dispersent dans le vent, se mêlant aux embruns salés de l'Atlantique. Aucun monument, aucune tombe, l'horizon seul pour témoin. C'est ainsi que Jean Gabin a voulu tirer sa révérence, sans faste, sans spectacle, juste la liberté, jusqu'au bout. La disparition de Jean Gabin laisse un vide que rien ne semble pouvoir combler. Pour le public, il n'était pas seulement un acteur. Il incarnait une certaine idée de la France, faite de droiture, de pudeur et de fidélité à la parole donnée. Ses rôles, qu'ils soient ceux d'un marin désabusé, d'un chef de clan implacable ou d'un patriarche bienveillant, avaient tous en commun cette humanité profonde qui transparaissait derrière le regard. En choisissant de reposer non pas sous une pierre gravée, mais dans l'immensité de l'océan, Gabin a prolongé jusque dans la mort sa philosophie de vie, refuser les contraintes inutiles, rester maître de son destin, ne rien devoir à personne. Ce geste, à la fois simple et radical, résonne comme un dernier rôle, celui d'un homme qui sait quand quitter la scène et qui le fait avec élégance. Aujourd'hui, ces films continuent de traverser les générations. La Grande Illusion, Pépé le Mocco, Un singe en hiver ou Le clan des Siciliens sont régulièrement redécouverts par de nouveaux spectateurs, fascinés par cette présence tranquille et cette voix inimitable. Dans les campagnes normandes, certains se souviennent encore de l'avoir croisé, vêtu simplement, échangeant quelques mots sans jamais se comporter en star. Jean Gabin laisse un héritage qui dépasse la pellicule. Il est devenu un symbole, celui de la constance, de l'intégrité et de cette rare capacité à rester soi-même malgré la lumière écrasante de la célébrité. Sa fin discrète, loin des hommages tapageurs, rappelle qu'au-delà des rôles et des honneurs, il y avait un homme qui avait choisi la vérité de la terre et la fidélité à ses convictions. Et vous, qu'en pensez-vous? Faut-il nécessairement quitter la vie sous les projecteurs pour rester fidèle à soi-même? Ou le silence est-il parfois le plus beau des adieux? Ce qui est certain, c'est que, même absent, Jean Gabin continue de nous parler. Dans chaque réplique, chaque geste, chaque regard filmé, il est encore là, immuable, comme une étoile qui refuse de s'éteindre.